Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Bonjour à toi. Comment ça va ? Salut Géraldine, ça va très très bien et toi ? Ça va super bien, merci. Je suis ravie qu'on enregistre ensemble, parce que pour la petite histoire, ça fait longtemps qu'on échange sur le réseau bleu des entrepreneurs, n'est-ce pas ? Avec 2 lettres. C'est ça, mais c'est cool aussi de pouvoir échanger directement avec toi, donc je suis ravie qu'on soit ensemble aujourd'hui. Dans la vraie vie digitale. Dans la vraie vie digitale, dans la presque vraie vie, c'est ça. Cette saison, dans Tuba, on parle de fail d'entrepreneurs, c'est-à-dire des boulettes ou de ce qu'on fait et qui se passe pas exactement comme on l'avait prévu. Parce que après quelques années maintenant d'activité et beaucoup d'échanges avec d'autres entrepreneurs, je me suis rendu compte que on parlait souvent de l'aspect très brillant et chouette des choses, mais beaucoup moins de l'autre côté, qui pour autant existe, voire a presque même plus de place que l'aspect brillant. Et je trouvais ça important aussi de parler de quand on se vautre pour dédramatiser, pour parfois arrêter de se comparer aussi, et pour ne serait-ce que voir aussi d'autres entrepreneurs sous d'autres angles. Et je trouve que pour ça, le podcast est un très bon moyen d'échanger, en fait, et une très bonne raison de pouvoir aller gratter un peu ce qui se passe aussi dans le business des autres. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour pouvoir parler de ce sujet-là en particulier. Avec plaisir, ça va être marrant. Ouais, grave. Les fails, c'est super drôle, en fait. Quand on les a passés, quand on est dedans, moins. Mais quand on les a passés, qu'on vient en discuter, en général, c'est mieux. Merci d'être donc aujourd'hui et de venir nous parler, entre autres, de ta vie de mentor d'entrepreneur. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es ? Qui je suis ? Ouais. On n'a pas 3 heures devant nous. Vas-y, c'est bon, on a le temps. Je vais me définir d'abord avec la partie perso, parce que je pense que c'est quand même ce qui nous définit le mieux. Je me définirais d'abord comme papa, parce que je suis papa de 2 enfants, 2 jeunes enfants. Je suis marié à Agnès, avec qui on communique beaucoup, parce qu'on entreprend en couple depuis pas mal d'années maintenant, même si ça fait 1 an et demi maintenant avec Minsk qu'on est vraiment de nouveau sur la même activité. Ok. Et je fais essentiellement du mentorat d'entrepreneurs maintenant, c'est-à-dire qu'on accompagne les entrepreneurs dans une transformation personnelle pour aller chercher ensuite une transformation des résultats, une évolution des business, parce que le principe de base, c'est que tout part de soi, c'est-à-dire nos pensées, nos états émotionnels, nos croyances, notre conditionnement viennent complètement dicter la façon dont on agit, les choix qu'on fait, et ça vient dicter les résultats. Et on a fait un constat, et c'est vrai que c'est un constat que j'ai fait sur plusieurs années, parce que ça fait plus de 4 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs. On a fait le constat que beaucoup de monde, si c'est pas la quasi-totalité des entrepreneurs, cherchent toujours à changer l'extérieur, à changer les outils, les stratégies, ce qu'ils font pour tenter de passer les différents plafonds de verre, parce qu'on a toujours des caps entrepreneuriaux en fonction du degré d'évolution de l'activité. Et tout le monde se casse les dents dessus, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, quand on touche un plafond de verre, quand on arrive au maximum de ce qu'on est capable de faire à un instant T sur un niveau d'évolution de l'entreprise, c'est parce qu'en fait, on a atteint ce que notre identité était capable de faire. Et donc, si on veut aller chercher autre chose, il faut changer l'identité. Donc voilà ce qu'on fait maintenant avec Agnès. J'adore et je pense qu'on y reviendra sur cet aspect de transformation. Ça me fait sourire quand tu dis la plupart des entrepreneurs et ceux avec qui je discute, moi compris, on a tendance à aller chercher sur les outils, les stratégies en disant ça a l'air de marcher, etc. Aussi parce que c'est beaucoup plus confortable que de se poser des questions. Tu parlais notamment d'identité qui sont peut-être plus intrinsèques aussi et qui touchent à nous-mêmes plus qu'au business en tant que tel et qui sont, dis donc, vachement plus inconfortables en fait. Ouais, clairement. On a coutume de dire quand on embarque des gens avec nous dans notre mentorat, on va ouvrir une espèce de grosse pochette surprise. On ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est-à-dire que tu vas aller chercher une transformation, mais on ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que toi-même tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le coup, c'est une vraie plongée en profondeur. Donc on s'éloigne très vite du business pour aller regarder le personnel. Et comme tu dis, regarder le personnel qu'on n'observe jamais en fait, parce qu'on n'a pas envie de regarder à l'intérieur. 1, parce que ça fout la trouille. 2, parce qu'il y a beaucoup d'inconfort à aller se regarder à l'intérieur et de vraiment ouvrir les yeux et de porter un regard le plus objectif possible, même si c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans cette dynamique-là. Et puis, parce qu'en fait, on a des angles morts.
Ouais. Et on a tous nos angles morts. Et nous aussi, on a nos propres angles morts. C'est pour ça qu'on se fait aussi très régulièrement accompagner. Mm. Et ces angles morts, par définition, on peut pas les voir. C'est ça. C'est là où il y a le jus. Exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller les chercher. Ouais. Mais je suis sûre qu'on y reviendra. Avant de rentrer dans l'aspect concret des choses et d'un fail que tu veux nous partager, cette saison, je demande systématiquement aux invités déjà de définir ce que c'est pour eux un fail, parce que je me rends compte que là aussi, ne serait-ce que sur la définition, déjà c'est ultra subjectif en fait un fail. Et donc, sur la définition, on n'est pas forcément tous d'accord, ou il y a des nuances qui sont importantes, je pense, à prendre en compte avant de rentrer vraiment dans le détail sur ce que c'est qu'un fail. D'où ma question, c'est quoi pour toi un fail? C'est une déformation de pensée. Ok. Pour moi, un fail, c'est quand on considère une expérience donnée comme un échec. Mais on va considérer une expérience donnée comme un échec à partir du moment où on l'isole du reste. Mmh. Une expérience, elle vient dans un parcours de vie, en fait. Elle vient dans un parcours d'expérience, enfin, expérience au pluriel, Mmh. qui est un enchaînement de tests et d'apprentissage dans lequel on fait des corrections ou pas, des fois, suivant la capacité à la personne C'est ça. de s'auto-corriger ou d'évoluer. Mmh. Mais c'est un peu ça la théorie. Dans ce parcours-là, évidemment, il y a des moments où on va faire des choses, ça ne marche pas. Mmh. Et on va se planter. Pour moi, le fail, il existe à partir du moment où on considère le plantage indépendamment du reste, et puis en fait, on s'arrête au plantage et on se dit, mais en fait, finalement, à partir de là, je peux pas rebondir, c'est fini pour moi, je passe à autre chose, c'était pas pour moi, terminé, etc. C'est là où pour moi, il y a une notion d'échec. Ouais. Ok. J'allais mettre une petite nuance, Ouais. et que parfois, il faut aussi savoir s'arrêter, tu vois. Mais on en tire quand même les conclusions, en fait. Si on considère qu'il faut s'arrêter et qu'on doit s'arrêter et passer à autre chose parce que ça n'a pas fonctionné, Mmh. à partir du moment où on en tire quelque chose et on regarde l'expérience et on apprend nos leçons, il n'y a pas vraiment d'échec en tant que tel, en fait. Ce n'est Ouais. qu'une expérience et on pose une interprétation dessus. Ouais, c'est un endroit de l'itération et comme de toute façon ça va bouger et qu'on va repasser dessus, finalement c'est qu'une des Exactement. données de l'équation, quoi. Ouais. Dans ce que tu dis, ça me fait penser un peu à la notion de focus, quelque part. Et quand j'étais salariée, je m'étais fait coacher. Et bon, la phrase est en anglais, mais je vais essayer de la traduire en français. Ma coach m'avait dit, en gros, tu grandis là où tu focuses. Ce qui veut dire que si tu focuses sur quelque chose de négatif, c'est ça qui va prendre beaucoup de place. Et à l'inverse, si tu focuses sur quelque chose de positif, pour rendre les choses très simplistes, mais c'est ça qui va prendre le plus de place. Et dans ce que j'entends, dans ce que tu expliques, c'est que finalement, dans une suite d'expériences, t'as sur une suite de tâches ou de choses qui vont être faites, peut-être une dizaine de choses. Il y en a peut-être une qui va foirer et le foirer est très relatif, mais qui n'est pas à l'attendu de ce que tu avais prévu. Et quelque part, l'idée, c'est plus tu vas focuser sur ce ratage, plus il va prendre de l'importance finalement dans l'expérience entière et dans le contexte global de ces 10 tâches ou ces 10 expériences à la suite. C'est un peu ça? Complètement. C'est exactement ça, dans le sens où nous, on le formule autrement. D'ailleurs, c'est pas une formule qui est de moi, c'est une formule qui vient de la neuroscience, il me semble, à la croisée avec la spiritualité. On dit, tu es là où tu portes ton attention. Mm. Donc, c'est exactement la notion de Ouais. focus. Ouais. Placer l'attention. Donc, tu es là où tu places ton attention. Tu l'es à la fois dans tes pensées et tu l'es aussi émotionnellement. Mm. Donc, effectivement, si on part de l'expérience et qu'on porte un regard négatif sur cette expérience, on porte l'attention sur un aspect Mm. négatif, donc on va rentrer dans une spirale négative, d'un Ouais. point de vue pensée, d'un point de vue interprétation de l'expérience, d'un point de vue croyance qu'on va en tirer, et puis ensuite, ça va impacter les futures décisions qu'on va prendre et les futures actions qu'on va mener. Mm. On a aussi le choix de changer son interprétation, on peut choisir son interprétation. Ouais. Et donc, en choisissant son interprétation, on déplace son point d'attention, on déplace son point de focus. Mm. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'échec, le fail, il est complètement relatif parce que en fonction du placement de l'attention, en fonction de l'interprétation qu'on en fait, on a la capacité à chaque moment d'en faire une expérience avec apprentissage ou d'en faire un poids qui va venir nous plomber pour la suite du parcours, quoi. Ouais. C'est exactement ça et je le vois là dans les épisodes que j'ai fait que j'ai déjà enregistrés pour Tuba. Tu vois, il y a des gens qui viennent, soit j'échange avec des gens qui vont me dire non mais moi j'ai pas vraiment de fail ou c'est des petits trucs, du coup j'ai pas vraiment grand-chose à raconter. Qui rejoint un peu le fait de dire bah finalement j'ai rencontré un caillou sur le chemin mais je considère pas que c'est un fail ou bon bah ça faisait partie du chemin et je continue et ça m'empêche pas d'avancer. Et à l'inverse, j'ai des invités avec qui j'ai échangé et quand ils m'expliquent leur fail, je suis là
peut-être de mon point de vue, je me dis ouais bah c'est pas vraiment un fail, tu vois, c'est juste, enfin c'est normal, c'est le chemin quasi classique entre guillemets ou tu vois, moi je l'aurais pas forcément perçu comme un fail, mais aussi parce que c'est pas forcément mes actions, je le vis de manière moins sans doute intense aussi que eux, il y a moins d'affect puisque je suis externe à ce que eux ont mis en place, l'attente qu'ils avaient par rapport à ça, etc. Mais c'est arrivé plusieurs fois en fait, et ça fait écho avec ce que tu viens de dire, où finalement il y a aussi une grosse question de perception et de nombreux critères qui font que l'impression ou la perception qu'on va avoir de cette erreur ou de ce fail peut être très différente en fonction des personnes et en fonction en effet du choix qu'on fait, de l'angle sous lequel on va le voir quoi. Complètement, et ça rejoint une autre notion qui est très importante, c'est de se rappeler, d'ailleurs c'est un antidote à la comparaison, c'est de se rappeler qu'on a chacun notre parcours. Mm. Toi, ça résonne pas chez toi parce que c'est pas ton parcours d'apprentissage. Oui, Alors que pour la personne, ça peut être quelque chose absolument. je vais utiliser le mot dramatique, mais ça peut être quelque chose de dramatique. Ouais, tout à fait. Il y a pas de petits et de grands problèmes. Les problèmes sont relatifs à l'expérience de la personne et à son parcours de vie, en fait. Ouais, c'est ça, et au référentiel que chacun a. D'où Exactement. l'intérêt et c'est aussi pour ça que c'est très subjectif finalement. Ouais. Aussi, la définition. T'as parlé d'autre chose, là, dans ta définition, une question de choix. Moi, j'associe ça aussi à une question de responsabilité, quelque part, et une responsabilité individuelle de choisir, de s'enfoncer, entre guillemets, ou de se dire, bon, bah, ok, il s'est passé ça, et donc, qu'est-ce que j'en fais derrière? C'est quoi, toi, ta perception de la responsabilité, en fait, face à, justement, ce genre de choix ou ce genre de choses qui arrivent dans un chemin entrepreneurial, quel qu'il soit? Un de nos principes fondamentaux, sur lesquels d'ailleurs on travaille concrètement avec nos mentorés, c'est 100% responsable. Mmh. C'est pas 99% responsable, c'est 100% Et je responsable. fourre quand ça m'arrange pas en me disant, non, non, mais là, c'était pas moi. C'est ça. Il y a pas de c'était pas moi, en fait. Ouais. Même si on n'est pas responsable d'un cours d'action, même si on ne peut ne pas être responsable d'un résultat, même si il y a les actions et les choix d'autres personnes qui vont rentrer en compte dans les résultats qu'on peut obtenir dans notre parcours entrepreneurial. On a toujours 100% de la responsabilité de ce qu'on en fait, en fait. Et il Mmh. y a deux étapes, en fait, dans cette histoire de responsabilité. Il y a la première chose, c'est accepter ce qui est. Okay, je regarde la situation telle qu'elle s'est produite, je regarde les chiffres, je sais pas, ils sont pas bons, par exemple, je suis en négatif, j'ai perdu mon investissement, j'arrive pas à faire de chiffre d'affaires, j'arrive pas à faire de vente. Très bien, on regarde la situation telle qu'elle est. Mais on a effectivement, à partir du moment où on accepte la situation telle qu'elle est, on a 100% la responsabilité de, premièrement, l'interprétation qu'on va choisir. Mmh. On en a parlé tout à l'heure. Soit je choisis de faire une interprétation extrêmement négative, mais si je pars sur une interprétation extrêmement négative, je me positionne en tant que victime. Ou alors je prends 100% la responsabilité de ce qui s'est passé et je prends 100% la responsabilité de la suite. Et auquel cas, on va se reposer des questions fondamentales en disant qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Mmh. Quelles sont les cartes que je peux jouer? Ouais. Et quelles sont les bonnes cartes à jouer en fonction de ce qui s'est passé. C'est là où on prend vraiment 100% de la responsabilité. Et pour moi, il y a vraiment, c'est noir-blanc, en fait, tu vois, c'est un peu Ouais. comme l'histoire de la discipline, c'est on-off, en fait. Mmh. Soit on est discipliné, soit on n'est pas discipliné. Il y a pas de 50%, il y a pas de 80%. Ouais, ouais, il Soit y a on pas est d'entre-deux, 100%, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Soit on est 100% responsable, soit on est 100% victime. Mmh. Et dans l'aspect responsable tel que tu l'évoques, enfin tu l'as dit, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. C'est-à-dire que l'échec, c'est le démarrage en fait, c'est pas la finalité. Et je pense que ça fait une énorme différence de considérer que bon bah il y a eu un échec et donc tout s'arrête quelque part et il peut rien se passer après, ou le choix de dire bon bah ok mais du coup c'est le point de départ pour autre chose et quelles sont les décisions que je prends à partir de là. En ayant conscience que, et t'en as parlé, tu parlais de chiffres, de données, etc. Pour moi, c'est des choses assez factuelles. Ça veut dire que c'est pas forcément basé sur l'intuition de j'ai l'impression que j'ai raté un truc. Mhm. Il y a une question quantitative quand même de comment est-ce que je mesure quelque part que mon attendu était à cet endroit-là. Je m'attendais à être à 100 et finalement je suis à 20 de quelque chose, mais ça veut dire que je peux le mesurer. Et en fait, je vois qu'il y a aussi beaucoup de situations, notamment chez les entrepreneurs, mais c'est vrai pour de grosses boîtes aussi, où finalement considérer l'échec, c'est un peu l'intuition de moi j'ai l'impression que voilà, mais en fait on se base pas forcément sur des choses factuelles et du coup c'est quand même compliqué de prendre des décisions quand finalement t'as rien de quantitatif derrière quoi et que c'est juste une impression d'avoir raté quelque chose. Oui, d'un point de vue entrepreneurial, c'est juste ce que tu dis parce que globalement, l'oxygène d'un business, c'est le cash en fait qui rentre et c'est l'équilibre entre le cash qui rentre et le cash qui sort et le fait de dégager un excédent. Bon. Mm. Ça, c'est extrêmement factuel. Maintenant, si on regarde ces échecs d'un point de vue émotionnel pur Mm. et qu'il n'y a qu'une composante émotionnelle, on revient sur la question de l'interprétation. Ouais.
Et on revient sur la question de la programmation et des croyances. Mm. Est-ce qu'il y a un échec parce que je me sens pas bien dans ce que je fais? Peut-être pas, en fait. Peut-être que tu Mm. avais besoin de le faire et que tu avais besoin de comprendre certaines choses pour Pour pouvoir te passer dire à que la suite ouais, et c'est aller ça. découvrir ce qui fonctionne pour toi. Ouais, et te dire maintenant j'arrête de le faire, etc. Et je pense que ça fait partie des critères en effet qui sont intéressants, mais pour moi c'est pas les seuls. Et je vois de plus en plus d'entrepreneurs par exemple qui vont se dire, moi je me fixe pas d'objectifs chiffrés parce que je les fais plein de fois, je les atteins pas et du coup ça me frustre. Du coup j'arrête de m'en fixer. Et je me dis, bah ouais, mais donc factuellement comment est-ce que tu vas voir en fait, comment est-ce que tu mesures? Ça veut dire que tu vas être que à l'intuition ou au ressenti, à la partie émotionnelle. Et il me semble que quand on fait ça, il manque quand même un bout du truc, quoi. Ben, il manque la nature même d'une activité économique, Ouais. c'est-à-dire un compte de Ouais, résultats ouais, c'est avec ça. des plus et des moins, quoi. Donc c'est plus à aller creuser de pourquoi t'as plus envie de poser des objectifs, tu vois, et qu'est-ce qui fait qu'en effet maintenant ça te fait peur ou ça peut te frustrer, etc. Mais ne pas le faire, je trouve que c'est augmenter quelque part le risque ou la probabilité et diminuer le nombre de critères objectifs qui vont aider à dire bah finalement il y a un fail ou il y a pas de fail, quoi. Ben oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça pointe des mécanismes de fuite. C'est-à-dire Mm, qu'en fait, on va se dire maintenant, finalement, je vais plus me fixer d'objectifs chiffrés. Par contre, je vais évaluer la qualité ou la réussite de mon expérience entrepreneuriale sur des critères émotionnels. Oui, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est qu'en fait, tu te retires des critères d'évaluation objectifs mm, pour ne plus avoir à regarder ce qui ne fonctionne pas dans ton mode de fonctionnement et que tu as besoin de changer pour pouvoir atteindre les objectifs chiffrés, mm. en fait. Ouais, Parce qu'une entreprise qui n'atteint pas d'objectifs chiffrés, c'est pas une entreprise, c'est un hobby, quoi. ça hobby, ouais, c'est ça. Bah, c'est le risque en fait. Et en effet, peut-être que c'est plus confortable au moment de la fuite de se dire bon, finalement, je vais arrêter de faire ça. Mais à terme, je pense que ça creuse juste un peu plus en fait. C'est une façon de mettre le couvercle. C'est une façon de Ouais. pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mm. Mm. Et sachant qu'en plus, on est rarement les plus objectifs avec nous-mêmes quand il s'agit d'analyser les choses, etc. Si en plus on n'a pas de, encore une fois, cet aspect factuel et qu'on n'est que sur de l'émotionnel, et pour un peu qu'on en parle avec personne, je pense que c'est le cercle infernal de finalement comment est-ce que j'arrive à passer à autre chose et à considérer que l'échec n'est que le démarrage et donc Tu je peux dois pas. mettre autre chose derrière, quoi. Mm. Ah, tu peux pas. Mm. C'est impossible parce que si effectivement je vais utiliser le mot enfermé, en fait, tu t'enfermes dans ta grille de lecture sans avoir quelqu'un d'extérieur qui va te dire, non, mais regarde ici, regarde là, regarde là. Mm. Ah, mais ça Les pique angles de morts. regarder là. C'est ça. Ah, mais regarde quand Oui, je même. sais. Parce que- C'est souvent. Alors, spoiler alerte, c'est souvent où ça pique quand on ne va pas. Et pourtant, c'est souvent quand on regarde là que ça fait avancer les choses. Donc, Ouais, ouais, et c'est pour ça, en fait, il est très, très important d'avoir des personnes avec qui discuter. Je mm, sais que, par exemple, dans la relation qu'on a avec Agnès, on a une relation où on discute énormément. Et dans cette discussion permanente, dans les différentes activités qu'on a eues, en fait, on s'est servi de garde-fous, en fait. mm, Parce il y a toujours des choses qu'on ne veut pas voir, et il y a des choses, on parlait des angles morts tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, parce mm, que notre grille de lecture, parce que notre conditionnement fait qu'on ne peut pas les voir, en fait. On a un logiciel d'interprétation qui fonctionne d'une certaine manière, sauf mm, on a besoin de voir d'autres interprétations. clairement. Le logiciel ne les produit pas. C'est ça. Et qu'on a beau parfois aussi avoir conscience des biais qui existent, être informé entre guillemets et avoir un minimum de connaissances, c'est pas parce qu'on sait qu'on arrive à les éviter non plus, loin de là. Donc clairement, ouais, cet œil là, voir ses yeux, parce qu'en effet, c'est aussi important d'avoir plusieurs personnes aussi pour changer les Ouais. angles parfois et avoir des sons de cloche différents, c'est extrêmement extrêmement précieux. Et peu importe la forme que ça revêt finalement, quoi. Peu importe un conjoint, quand on a un conjoint avec qui on peut parler entrepreneuriat, c'est pas le cas de Mm, tout le monde. Peu importe, ça peut être des cercles d'entrepreneurs, ça peut être des mentors comme nous on le fait mm, avec nos clients, ça peut être des personnes qu'on vient rencontrer dans des networking ou ce genre de choses. Mais c'est très très important de se constituer un petit réseau de garde-fous en fait, de mm. personnes qui vont être capables de nous dire non, non, attends. T'es gentil, t'es en train de chouiner là, mais regarde, en fait, là, t'as fait une connerie, là, t'as fait une connerie. Et c'est très, très important d'avoir des personnes qui nous montrent ces points-là, en fait. Clairement. Très bonne introduction au sujet. Si on rentre dans le détail, et justement dans un fail que toi tu voulais partager, et aussi quels sont les choix finalement que tu as fait face à ce fail-là, puisqu'on parlait de choix et de responsabilité. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail de ça. On va revenir 10 ans en arrière. On est quoi, on est en 2025? Ah ouais, un peu plus de 10, ouais, c'est ça, 10 ans en arrière à peu près, 2014-2015. Parce que tout à l'heure, j'ai Agnès qui m'a dit, mais de quoi tu vas parler? T'es sûr que tu veux parler de fail? Et je suis t'inquiète, on en a un pot, nous.
J'en ai un. J'en ai un. Bien. On en a un qui est très bien, qui a été porteur de beaucoup d'enseignements. En fait, c'est marrant parce que il pourrait être considéré comme un gros fail, plein de petits fails, en fait. Mm. Il y avait rien qu'à aller dans la recette. C'est quand on a créé notre première vraie boîte, entre guillemets, on avait créé une SARL. On était en 2014, et c'est une boîte qu'on a essayé tant bien que mal de faire tourner pendant un an avant de manger nos pertes au bout d'un an et de dire, bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mm. Mais dans cette création de boîte spécifiquement, il n'y a rien qui allait, quoi. Il n'y a rien qui allait. C'était une boîte qu'on avait créée. Je donne un peu de contexte déjà parce que Ouais. le contexte était déjà marrant. Enfin, j'en rigole maintenant, mais à l'époque, c'était pas drôle. Notre fils, il arrive en 2013. Retour de congé mat pour Agnès qui se passe très très bien avec sa directrice marketing qui l'attend à l'entrée de la boîte pour dire bah tiens en fait ton nouveau bureau il est là-bas avec ta nouvelle fonction parce qu'en fait on a titularisé ta remplaçante Yay! et ce qui est Welcome back. tout à fait autorisé par la loi. Tout à fait. Donc forcément ça se passe Moins pas par le code de bien. l'éthique, mais managérial, Non mais mais bon, par la loi, l'éthique voilà. on se gratte avec quoi. C'est ça. Euh, donc ça se passe très bien forcément. Ça se finit avec un licenciement juste avant Noël 2023. Ça part en prud'homme. Enfin bon, le grand classique des congés maternité qui se passe bien. Et moi, 6 mois plus tard, donc on est mi-2014, la startup, je bossais dans une startup dans la fintech. Les actionnaires débranchent la prise de cash. Ils disent c'était sympa les gars. Vous avez bien joué, mais c'est fini. Bonne continuation. Et à l'époque, en fait, j'avais le choix. Et on avait d'ailleurs tous les deux le choix hein, d'aller reprendre des tafs salariés, de se remettre en recherche, etc. Surtout que de mon côté, en plus, on était aidé le reclassement, etc. Ou de tenter de faire autre chose. Et on s'est dit, ben en fait, on va tenter de faire autre chose parce qu'on a envie de faire autre chose. Ça fait plusieurs années qu'on bosse. Il est temps d'essayer de créer quelque chose. On avait déjà essayé des petites choses à droite à gauche. Moi, j'avais commencé un petit peu à plonger dans les applications mobiles depuis. Ça faisait un an que j'avais commencé à jouer un petit peu avec les applications mobiles. Mhm. Et on s'est dit, ben on va créer. J'avais pris un programme une espèce de programme d'accompagnement en fait, mais en asynchrone complet, une formation sur la création d'applications mobiles et comment monter un business dans les apps mobiles. Ok. Et on s'est dit, bon, ben, on est tous les deux chefs de produit, on bosse tous les deux sur des applications mobiles et du web pour les boîtes respectives. On devrait pouvoir s'en sortir parce qu'en fait, c'est un domaine qu'on connaît bien. À l'époque, c'était encore, entre guillemets, un domaine d'avenir. Ouais. C'était relativement neuf. Et on s'est dit, bon, on va se lancer là-dedans. Ok. Sur le papier, Sur ça le fonctionne. papier, c'est pas mal. Sur le papier, ça fonctionne. Et puis on s'était dit le jour où la boîte fonctionne, et ben justement on ira voir ailleurs. En fait, on va utiliser la boîte comme véhicule pour pouvoir aller créer quelque chose ailleurs, parce qu'on avait déjà cette envie de sortir du métro boulot dodo parisien Ok. pour aller vivre tout court. Ok. Là où ça s'est gâté, en fait il y a eu plusieurs choses et toutes ont été comprises a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il n'y avait pas le choix de passer par la série d'erreurs successives Mhm. pour ensuite aller bien se casser les dents et comprendre les erreurs qu'on a faites. Ok. Responsabilité. La partie analyse est arrivée après La l'enchaînement partie analyse. de Donc en voilà. fait, voilà. Donc tout ce que je vais dire, en fait, ça vient de l'analyse a posteriori, en fait, Ouais, oui, de ce qui bah s'est ouais, quand passé, t'es quoi. dedans, c'est pas forcément là que t'as la clarté pour. Quand t'es dedans, tu l'as pas la clarté, Non, tu fonces, tu vas faire tes apps mobiles, tu vas faire ton million sur l'App Store et ça va être trop bien, quoi. c'est ça. Alors, sauf que on est en 2014 quand on commence, Mm. mi-2014, enfin rentrée 2014. Je sais plus exactement quand est-ce que les stores ont été créés, mais ils ont été créés après le lancement de l'iPhone, parce qu'au début l'iPhone était une boîte noire en fait dans laquelle on pouvait pas mettre d'applications, et après Apple a ouvert la possibilité à des développeurs tiers d'amener des applications dans les stores, etc. Donc Mhm. ça devait faire 3 ans, pas plus, 3-4 ans que les stores étaient actifs, un truc comme ça. Ok. Donc, on était encore sur ces moments où on prend le bus dans lequel il n'y a pas trop de monde, on est sur un démarrage de vague, c'est un marché qui est en train de se structurer, Ouais, il y a c'est plein ça. de choses à faire. Un marché assez peu mature, mais où tu te dis en même temps, il y a peut-être des options et c'est le moment de. Exactement. Exactement. Sauf que ce qu'on n'avait pas compris, c'est que le marché était déjà arrivé à un certain niveau de maturité. Et quand un marché arrive à un certain niveau de maturité, le coût d'entrée sur le marché n'est plus du tout le même. Mm. Parce qu'il y a des acteurs qui ont placé naturellement des barrières à l'entrée. Ouais. Et les barrières à l'entrée, elles sont très
concrètes, hein, c'est des niveaux d'investissement requis pour arriver à sortir un produit sur le marché. Mm. En l'occurrence, des applications mobiles. Et en fait, le business model qu'on avait voulu mettre en place et répliquer, c'était un business model qui, à l'époque, ça s'appelait le reskinning. Le reskinning, comme son nom l'indique en anglais, c'est changer en fait la peau d'une application pour la republier avec une peau différente. Mm. Donc en gros, changer toute la partie thématique, changer toute la partie graphique, changer potentiellement les options de monétisation à l'intérieur de l'application et la Mhm. republier sur le store Ok. sous un autre nom, sous une autre forme, sous une autre thématique, etc. Sur le papier, c'est pas mal non plus. Parce qu'en fait, on part d'un code existant, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de payer tout le développement du code, on n'a pas besoin Initial, ouais. de... Ouais, ce Mm. qui coûte un peu cher. À l'époque, ça coûtait moins cher que maintenant. Maintenant, c'est extrêmement cher un développement de code. Et en fait, on a, entre guillemets, juste à travailler un peu avec un développeur freelance pour faire les ajustements techniques qu'on sait pas faire, Mhm. apprendre à faire les ajustements techniques que nous, on peut faire nous-mêmes, Ouais. et trouver quelques free en graphisme En pour graphisme, en changer les... UX, Ouais, c'est exactement histoire ça. de, ok, Graphisme UX de pour aller repimper changer un les peu, quoi. assets et pimper Ok. l'app, quoi. Mm. Sur le papier, ça fonctionne bien. Sauf que, en fait, ce modèle-là était déjà bien rincé. Et ça, on ne le savait pas. Et ça nous avait été vendu, parce que j'avais pris une formation d'un entrepreneur US qui avait fait fortune dans les applications avec ce modèle-là. Mm. Sauf qu'au moment où nous, on prend la formation et qu'on commence à implémenter, en fait, le marché est trop mûr par rapport à ce type de business model. Mm. Et déjà, business model déjà trop rincé. Ce qui fait qu'en fait, quand on arrive, on ne le sait pas, mais on va se planter. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de place pour ce type de répliquants d'applications sur les stores. Mm. Donc ça, c'est le premier moment où tu as les deux pieds dans les sables mouvants, quoi. C'est ça. Tu te dis, ouch, Oups, potentiellement, il y a, il y a un ouais, petit critère externe que je n'avais pas tout à fait envisagé. voilà. Et Ça c'est me là fait où on tout à apprend fait penser à d'autres parallèles, mais ouais, c'est où tu te dis, bah, finalement, ça, on l'avait pas du tout envisagé, quoi. Donc, entre ce qu'on on nous l'a a vendu et la réalité, il y a comme qui dirait un petit blocage, quoi. on l'a pas vu et c'est là qu'on apprend ce que c'est qu'un vendeur de pioche, en fait. C'est ça. C'est ça. Ça me fait beaucoup penser à la formation en ligne de prime abord, avec je pense, il y a 2, 3 années, ça se vend hyper bien. Je fais un post sur Insta et j'ai 10 personnes qui achètent ma formation en ligne, qui est foireuse et qui sent le pâté, mais ça se vend très bien. Et les vendeurs de pioches qui maintenant t'expliquent comment faire des formations en ligne La même. en très volumique, mais qui oublie de dire que le marché est déjà extrêmement saturé, qu'il y a un léger critère qui a changé, c'est le niveau de confiance des gens qui achètent, et que juste pousser un post sur Insta avec le lien pour acheter, ça ne suffit plus. Ouais. Parenthèse refermée, mais ça me Non, fait tout à fait mais c'est penser à exactement ça. ça, en fait. C'est juste le sujet qui change, en fait. C'est Ouais, juste le type de pioche et la c'est couleur de la ça. pioche qui Mais change. manifestement, Mais c'est un modèle économique, la vente de voilà, pioches. la dynamique est la même. C'est-à-dire, en fait, j'ai trouvé un modèle économique sur un marché à un instant T. Hmm, Je me suis fait un bon paquet de thunes avec ce modèle économique sur ce marché-là. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment faire la même chose. c'est ça, en oubliant de te dire que le marché a Trop tard. flippé entre-temps. Ouais, ok. Trop tard. C'est comme il y a eu pendant un moment, c'était les gens qui achetaient des, tu vois, parce que tu me dis le mot flipper, il y a les gens qui achetaient des maisons aussi Ouais, pour faire du flip de maison. Tu vois, ouais. ça a été très populaire pendant un moment. Hmm, Bon bah voilà, ça marche bien parce on a des conditions de marché à un instant T qui permettent hmm. de faire ce genre de choses, mais ça marche pas de manière indéfinie, quoi. Non, au bout d'un moment, le marché forcément bouge et en effet, Voilà. c'est plus les mêmes conditions. Ok. Sauf qu'entre-temps, ben t'as payé, alors je sais plus à combien c'était à l'époque, mais c'était bien, il y avait bien $2000 de mis sur la formation Mm, probablement. Derrière, tu as payé des freelances en dev, en UX, etc. Donc, ben, tu remets quelques milliers d'euros d'investissement pour sortir deux, trois applications. mm. Puis derrière, en fait, quand tu lances sur les stores, c'est criquet, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois? Le jour où t'en as un, t'es là, wouh, ah non, en fait, c'était ma mère. Ouais, C'est un ben, c'est peu exactement ça. Ouais, on a un download, ouais. Ouais, super. Sauf que un download sur du freemium, tu vas pas aller ouais, loin, en tu veux fait. pas aller loin, ouais, c'est ça. Il va t'en falloir des millions Donc un peu de volume, ouais. bah ouais, du Mm, gros volume même hein, mm. pour aller chercher parce que quand tu convertis à 1,90 € ou 99 centimes ta version payante, il va t'en falloir du monde hein, C'est ça. pour pour recouper tes coûts quoi. Mais pareil, non compréhension a priori du modèle économique en tant que Ouais. tel, au-delà Mm, du fait qu'il était déjà cramé. Donc tu vois, tout ce qu'il fallait pas. ouais. Un vendeur de pioche, Mm, très sympathique, américain, beau business model, belle promesse, deux gens qui ont envie de faire des trucs
qui se lancent, qui se disent allez, c'est le moment, on y va, On est chaud, ouais. on est chaud, et en fait qui mettent les deux pieds dans les sables mouvants, juste là où il fallait pas mettre les deux pieds, quoi. Mm. C'est très clair dans l'enchaînement dont tu parlais tout à l'heure et dans à la fois le contexte et la manière dont ça s'est passé. Concrètement, comment vous vous rendez compte que le truc est en train de dévisser et qu'il faut arrêter en fait? Il y a plein d'éléments en fait qui nous ont montré que ça dévissait. Déjà, ça n'a pas vissé au départ tout court. Ça n'a jamais vissé. Parce qu'avant de dévisser, il faut quand même que ça visse un C'est au bout peu. de beaucoup de dévissages que tu te dis là, peut-être qu'il faudrait que ça visse quand même. Ouais, Est-ce qu'on parce est qu'on a, dans le bon sens? Ouais. on a multiplié les titres sur l'App Store. Je crois qu'en tout, on en a publié plus de 20. Mhm. On a lancé plus de 20 applications sur des mini-jeux, en fait, essentiellement du mini-jeu. Ok. Et en fait, sur ces 20, on se rend compte que, bonne règle des 20-80, il y en a 2-3 qui fonctionnent. Mhm. Sauf qu'elles fonctionnent sur des volumes qui sont très, 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 très loin de ce qu'il faudrait faire pour arriver à ne serait-ce que juste équilibrer la balance et faire un Ouais. break-even, quoi. Ouais, même le fonctionne, ça fonctionne pas suffisamment en fait. Non, non, c'est Mhm. d'un point de vue équilibre économique, il y a zéro sujet, quoi. Ok. Il y a vraiment zéro sujet. Donc ça, c'est le premier point. Donc juste le business model en tant que tel. Et puis à côté, il y a l'autre partie du fail qui a été de vouloir faire les choses très proprement. Quand je dis très proprement, monter une boîte, faire une SARL, ouvrir un compte pro dans une banque qui vient de ponctionner un montant indécent pour juste sortir un relevé à la fin du mois, Mhm. nécessairement un comptable derrière, donc boum, 1500 balles par an pour la prestation de base du comptable, et l'URSSAF. Ouais. Et l'URSSAF qui pointe son nez semaine de Noël 2014. Donc on avait ouvert la boîte au 1er septembre. D'ici à Noël, on avait à peine commencé à publier nos premières applications sur le store parce qu'en fait, il y a plein de choses à mettre en place, il y a plein de choses qui sont longues, obtenir les droits, obtenir les comptes Apple, obtenir je crois qu'en plus de ça, il y avait des histoires à l'époque avec les numéros d'immatriculation aux US. Et bon, bref. On a fait zéro à Noël 2014. Mhm. L'URSSAF nous envoie un courrier dans notre boîte aux lettres. Vous nous devez 15 000 euros. Price. Et là, tu fais une descente d'organes Tu m'étonnes. devant ta boîte aux lettres. Parce que 15 000, en fait, même si tu soldes tes PEL, tu les as pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a 99 centimes sur l'appli qui fonctionne bien et il Voilà, il y t'en a faut un 90, paquet, quoi. Il te faut du monde. sachant que tu es déjà en dehors de 4 ou 5 000 parce que il a fallu payer la formation et les Ouais, développeurs. ouais. Donc à Noël, t'es à moins 20 000, en fait. Bon, Et là, tu te bon dis, j'ai peut-être démarrage. fait une connerie quand même. Chaud. Ouais. Alors, heureusement, c'est l'URSSAF, c'était une erreur. Donc, les 1500 balles de cabinet comptable ont servi à quelque chose parce que c'est les comptables qui ont géré et Ok. qui se sont battus Ils avec t'ont sauvé l'URSSAF les pour, 15 000. pour nous sauver les 15 000 parce que sinon, en fait, on était bon pour prendre un prêt à la conso et C'est ça. rembourser 15 000 pour ensuite rembourser un prêt conso. Mais déjà, quand tu reçois ça, Mm. tu te dis, ouais, non, là, il y a un truc qui va pas du tout dans l'équation. On a déjà pas mal de stress. Ça avance pas à la vitesse qu'on veut. On a un enfant à charge. On est à deux sur nos allocs chômage avec un crédit sur le dos qui avait été pris sur 2 salaires pleins de jeunes cadres dynamiques. Ouais. Ça Ça commence à commence se à tendre. devenir Ouais. très, 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 très chaud et Mm. t'es pas bien, quoi. Mm. T'es pas bien. Alors là, pour le coup, on rejoint l'émotionnel, mais c'est un émotionnel qui est chiffré à la base, quoi. Ouais. Et puis qui est pyramide de Maslow compatible, c'est-à-dire que sur le niveau de base, tu commences à te dire, attends, alors si j'enlève ça et ça et ça et ça, concrètement, il me reste combien à la fin du mois? Ouais, la base, c'est Et fric, hein. comment on vit en fait. Et quand c'est vraiment le comment on vit, juste on se loge, on mange, etc. C'est plus tout à fait la même chose que j'ai foiré mon lancement, quoi. Ouais. Et tu regardes plus. Alors là, pour le coup, tu regardes plus du tout ton business de la même manière. Ouais. Tu passes en mode, t'as démarré en mode, c'est super, on va aller faire du fric et puis on va partir à l'étranger et puis en fait on va vivre une vie de rêve YOLO, quoi. Mm. Ah bon, maintenant il faut survivre. C'est ça. Là quand on est là, t'as déjà les signaux qui sont, t'as déjà les signaux, pardon, les signaux qui sont bien au rouge Ouais. et tu te dis ben ouais mais en fait ce qu'on a publié là jusqu'à maintenant en mettant plusieurs milliers, ça a pas l'air de vouloir porter ses fruits. Mm. Donc on est déjà en train de réfléchir à combien de cartouches on va encore mettre et jusqu'à quand. Ouais. Tu vois, pour se donner une deadline et pas plonger avec le pas Ouais, pas plonger avec le continuer business, quoi. d'alimenter le truc Ouais, c'est ça. dans le mauvais sens, quoi. Ok.
Et du coup, à partir de là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon ben, il nous reste, on a littéralement cramé nos PEL, hein. Il nous reste tant de milliers d'euros sur les PEL. On se met d'accord pour conserver tant qu'on ne touchera pas. On se met d'accord pour investir tant qu'on est prêt à perdre Hmm. dans l'expérience. Et une fois que c'est cramé et s'il n'y a pas de résultat à telle date, Tant pis, va quoi. falloir Ouais. passer à autre chose, quoi. Hmm. Ok. Et en fait, finalement, cette date est arrivée assez vite parce qu'en fait, un an plus tard, on avait cramé les dernières cartouches qu'on avait décidé de mettre dans le business. Mhm. Malgré 20 applications publiées sur le store, on avait fait quoi? On n'est même pas fait 2000 de CA sur les applications publiées. Hmm. Donc on était totalement dans le rouge. Et en fait, c'est le moment où il faut être capable de se regarder dans le blanc des yeux, en fait, et dire bon ben, je crois que là, on s'est planté. Hmm. Là, pour le coup, le On va fail, on peut-être peut le. arrêter le massacre. Ouais, c'est ça. On va Ouais. appeler un chat, hein. Là, on est Ouais. dans un massacre à la tronçonneuse. Hmm. On va passer à autre chose. On va fermer proprement la boîte tant qu'elle peut être fermée proprement. Et en fait, on va trouver autre chose pour la suite parce qu'en fait, ça tiendra pas dans la durée, quoi. Hmm. Tu as parlé de multi-alerte et à ce moment-là, vous êtes deux. Vous réagissez de la même manière ou c'est aussi en intermittence où il y en a un qui parfois arrive à tirer l'autre ou enfin comment ça se dispatche entre vous, tu vois, le fait de vivre quelque part cette Ouais. même expérience ensemble. Est-ce que enfin c'est les mêmes retours, les mêmes ressentis et la même manière de le vivre? Alors, la trouille, elle est partagée, hein. Ouais. Sur ça, les courriers de l'URSSAF, Ouais, quand ça touche ta baraque, les enfants, tout tout le monde ça, est tu limite, tout commences le monde est vigile, à... hein. C'est ça, La descente d'organes, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas c'est ça. pas Il y a pas de d'exclusivité. non, moi ça va, je suis plutôt bien là. Non, c'est Je cool. vis hyper Je vois pas où est bien. le problème. C'est ça. Je vois pas pourquoi tu stresses. Non, non. Là-dessus, le stress est partagé. Ensuite, dans l'histoire, c'était plus moi à l'époque sur ce business-là, c'était plus moi la locomotive Mm. parce que c'était un business que j'avais découvert et naturellement, comme je l'avais découvert, comme j'avais commencé à l'explorer, j'avais plus de d'espoir que ça puisse fonctionner. Ok. Agnès était un peu plus résignée et avait moins de conviction dessus. Ok. Mais pareil, c'est des discussions qu'on a eues a posteriori, c'est-à-dire qu'en Ouais. fait, sur l'instant T, les deux font bonne figure. Mm. Et puis en fait, une fois que tu fermes tout, il y a la discussion qui vient et là tu dis, bah ouais, ton truc, c'est bien, on l'a fait. C'était peut-être pas une bonne idée et je le sentais pas en fait. Ouais. Et c'est important cette histoire de conviction. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de choses très quantifiables et tout ça aussi, mais peut-être que l'amplitude ou l'onde de choc quelque part du fail est aussi alignée avec le niveau de conviction qu'on y mettait. C'est-à-dire que quand on y Ouais, met beaucoup, qu'on est très moteur, qu'on y croit en fait, et que ça foire, enfin la déception potentiellement, la culpabilisation, il peut y avoir plein de trucs qui sont peut-être aussi beaucoup plus importants que si on se lance dans un truc en disant bon j'y crois bof, mais je le tente quand même au cas où on sait jamais et où ça foire et où on va se dire oui bon bah je le savais dès le départ tu vois mais peut-être que l'impact aussi et ce côté subjectif du fail est pas tout à fait perçu de la même manière. ouais, il peut être très dur en fait. Tu vois, si je prends, bah, je parle d'un point de vue purement personnel pour le coup, Mm, mais c'est moi qui nous embarque là-dedans. mm, Puisque l'idée business, je la trouve. Enfin, je la trouve, elle vient à moi, donc je choisis de m'en saisir. Et quelque part, je dois prendre la responsabilité de tout ce qu'on a cramé d'un point de vue financier dans l'expérience. mm. Plus la responsabilité du stress associé, etc. Et il faut pouvoir la prendre, cette responsabilité, en fait. Il faut avoir le... C'est là où tu... C'est pas que tu dois avoir les épaules solides, c'est qu'en fait, tu dois les muscler très très vite, tes épaules, pour aller porter cette responsabilité-là et dire, OK, ben ouais, c'était mon idée, c'était pas une bonne idée, on l'a fait, on passe à autre chose. Tout ce qu'on a vécu, ben, c'est moi qui nous ai entraînés là-dedans. Alors, est-ce qu'il y a un mea culpa à faire? Je sais pas. Mm. Je l'ai pas formulé comme ça, en fait. C'est un choix qu'on a fait, c'est deux adultes qui ont choisi d'entreprendre, en fait. Mm. Mais, tu vois, si je prends ma posture de papa et la responsabilité d'un papa qui est quand même d'être là, présent pour sa famille et de soutenir sa famille et d'apporter ce qu'il faut d'un point de vue financier, on n'y était pas, quoi. Mm. Tu vois. Et derrière, tu vois, ça vient tirer les enseignements et ça vient tirer les choix qui sont faits derrière aussi. Ouais. Et donc j'imagine qu'à ce moment-là, enfin, tu parlais de descente d'organes ou quelque chose d'assez fort. Tu te rends compte en fait de ça, donc émotionnellement, ça doit être aussi assez fort. À ce moment-là, t'es armé pour ça ou tu vas chercher des ressources ou enfin, comment tu gères ça en fait? Non, non, enfin, nous n'étions absolument pas armés. Ouais. Et pour le coup, moi encore moins qu'Agnès.
Ok. Mais ça, je l'ai compris très, 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 très tard, en fait. C'est tout le travail personnel et le travail psycho que j'ai fait à 40 ans Mm. qui m'ont permis encore, tu vois, d'aller déconstruire et d'aller comprendre, en fait, des mécanismes qui se sont joués il y a 10 ans sur ce type d'expérience. Mhm. Et je me rends compte aujourd'hui que j'étais absolument pas armé, en fait, Ouais. pour aller encaisser ça. Parce qu'en plus de ça, quand tu entreprends, ça dépasse le cadre entrepreneurial pur, ça touche la sphère personnelle. Et quand ça touche la sphère personnelle, ça touche aussi le relationnel. Ça touche le relationnel dans le couple, ça touche le Ouais. relationnel avec les amis, ça touche le relationnel avec les membres de la famille Mm. en dehors de la cellule familiale. Et face à ça, à titre perso, j'étais pas du tout armé. Ouais. Donc en gros, à l'époque, je l'ai pris pleine tête. Et tu vois, on parlait de mettre le couvercle sur la Ouais. cocotte minute. C'est exactement ce que j'ai fait parce que je pouvais pas gérer. Ouais. Ok. Donc Et j'ai ouais. géré en tout, en fermant tout, tu vois, 15 mètres de béton Ouais, c'est armé ça. Trop dur, au-dessus c'est de bon, je l'expérience, ferme, quoi. Ouais. remplis le truc, ok. Donc finalement, vous vivez pas forcément au-delà de la crainte pour les choses de base, de faire entrer de l'argent, vivre, etc. Ce que tu dis, c'est que vous vivez pas forcément l'événement entre guillemets de la même manière parce que les convictions initiales étaient pas forcément les mêmes et parce que vous avez pas forcément les mêmes armes non plus l'un et l'autre dans la Ouais, manière de ouais, comprendre et de gérer les choses en fait. je pense il y avait un petit différentiel, même si, encore une fois, les deux, on le vivait pas bien. Ouais, non mais Tu tout vois. à fait, mais dans le pas bien, tu vois, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est une même expérience au sens, c'est la même idée entrepreneuriale que vous faites Mm. ensemble avec un investissement en commun, même si tu te formes, que tu as l'idée, etc. Et c'est intéressant de voir aussi que, parce que parfois on peut se dire oui, mais on peut pas comparer entre ton fail, mon fail, etc. Parce qu'il y a plein de critères, etc. Là, quelque part, les critères sont quasiment les mêmes. Ouais, C'est ça que je trouve intéressant. Et pour autant, il peut y avoir aussi une manière de vivre ou de percevoir la situation qui est un peu différente. ouais. Aussi parce que on est entre êtres humains et qu'on fonctionne pas tous de la même manière. Et je trouve ça intéressant aussi de se dire que, pour le coup, la situation est la même pour tous les deux. La situation est la même. Après, tu vois, si on fait un déplacement d'angle de caméra et qu'on regarde le point de vue d'Agnès, Mm. ce serait intéressant de voir ce que elle pourrait en dire spécifiquement pour elle. Donc Mm. je vais un peu parler pour elle, mais il y a probablement une dynamique de je vais faire bonne figure pour pas le faire plonger, Ouais. Mm. tu Je vais vois. pas en rajouter, tu vois, de. Je vais pas Ouais. en rajouter. Mm. Il a voulu y aller, j'ai choisi de le suivre. Mm. On va au bout de l'expérience, mais je vais aussi garder mes doutes pour Ouais. moi. Mm. Et tu vois, c'est dans le vécu en fait de ces difficultés-là, les deux sont au fond en fait, mais le Mm. fond n'a pas le fond Ouais. n'a pas la même composition. Ouais, tout à fait. Ouais, mais Les c'est deux sont au important. fond. C'est important. Enfin, je pense que c'est important aussi, et c'est ce que tu dis quand on est dedans. Au moment où on est au fond, c'est pas là qu'on voit les choses parce qu'on a zéro recul. On est au fond et le fond, il est sur Ouais, notre nez, quoi. Par contre, je trouve ça intéressant aussi, tu vois, de quand on arrive à prendre le recul, à être dans l'analyse, c'est-à-dire un peu après en général, d'essayer de comprendre ce qui s'est joué, et c'est ce que tu dis aussi, tu vois, c'est que t'étais pas armé, t'as mis le couvercle, et pour autant, il y a quand même des choses que t'as fait bouger après, que t'as fait évoluer, ouais, parce que ça a sans doute aussi mis en exergue des choses où tu t'es dit, là, c'est pas, tu vois, ok, je mets le couvercle, mais dans l'absolu, ça ressort plus tard, ou c'est des choses qu'il faut que je traite. Donc le fond de la piscine, en effet, n'est pas forcément le même, et pour moi, ça sert aussi à ça. Tout à l'heure, tu parlais d'analyse, la période d'analyse, de comprendre en fait objectivement ce qui s'est joué et de dire bah là j'étais juste pas armée en fait. Donc mm, bah tu vois c'est un constat en soi, j'étais pas armée, ok. Et donc à partir de là, je suis responsable. Donc qu'est-ce que je fais, quels sont mes choix, etc. ouais. Comment je n'étais pas armé? Ouais. Tu vois, c'était quoi les ressources dont j'avais besoin que je n'avais pas? Mhm. Et puis effectivement, considérer, c'est pour ça qu'en fait, un an plus tard, pile un an plus tard, en fait, on a dit bon ben, on liquide la boîte, Mhm. on arrête de se faire mal parce qu'en fait, l'expérience est juste pénible pour tout Mhm. le monde et on va passer à autre chose. Et dans le autre chose, en fait, ce qui est marrant derrière, c'est qu'en fait, on a deux chemins différents. Pendant quelques mois, en fait, moi, je pars sur de la production musicale. Ok. Je me dis ben, je vais retester un autre business model sur un domaine où j'ai toujours eu envie de faire quelque chose dedans, donc il y a encore un peu de temps sur les allocs chômage, donc je vais essayer de faire quelque chose, mais par contre, je me laisse un temps extrêmement restreint. Ouais. Donc, tu vois, c'était vraiment, je suis parti sur 3 mois, tu vois, en disant, si au bout de 3 mois, il n'y a pas un Ouais. frétillement de quelque chose, on passe à autre chose. Next. Ok. Et effectivement, au bout de 3 mois, il n'y a pas eu de frétillement de quoi que ce soit. Donc là, les questionnements sont très simples. Quelle est ma responsabilité en tant que père de famille? Bon, bah, là, tout de suite, ma responsabilité, c'est de m'assurer qu'on a tout ce qu'il faut, surtout qu'entre-temps, on a Olivia, notre fille, qui est arrivée.
Mmh. Donc, on peut plus jouer aux entrepreneurs. Ouais. Ça marche plus. On a joué, on a essayé. Bon, bah On a voilà, on joué, a on a vu. essayé, on a Maintenant, perdu, voilà quoi. Ouais. on a appris ce que c'était que des vendeurs de pioches, on a appris ce que c'était qu'une maturité marché, on a appris ce que c'était qu'un business model foireux. Mmh. Ok, leçon apprise, maintenant on passe à autre chose. Et sur ces, tu vois, sur ces grands moments de choix, bah, en fait, moi je me suis dit, ben c'est pas compliqué. J'ai pris de l'expérience dans un domaine, je vais me débrouiller pour trouver un taf dans ce domaine-là. Ok. Et Agnès, elle était encore en congé parental. Elle s'est laissé le temps de finir son congé parental avant de se reposer la question en disant est-ce que j'y retourne? Est-ce que je retourne dans les bureaux ou est-ce que je choisis de faire autre chose? Ok. Et là, c'est des choix qui ont été faits dans notre dynamique de couple où j'ai dit, mais de toute façon, moi, j'assure l'essentiel. J'ai trouvé un bon boulot au niveau de salaire que je voulais avoir. Il y a aucun risque là-dessus, de toute façon, vu le niveau de compétence. Et à l'époque, tu vois, quelque part, c'est là où le fail est relatif. Parce que le fail et l'expérience fait que j'arrive sur un marché où, côté grosse boîte, c'est encore naissant et Ouais. il n'y a pas de profil qui savent gérer ce que nous, on a appris à gérer sur les stores, en fait. Mmh. Ouais, qui n'ont pas Donc, forcément cette flexibilité-là parce que c'est des grosses structures et que eux ont pas du tout l'adaptabilité et tout ce que vous venez de tester en fait quelque part. ni les connaissances, en fait. Ouais. Et ils ne trouvent pas de personnes qui ont ces connaissances en dehors des développeurs purs, en fait. Mmh. Donc, en ayant un profil produit plus des compétences techniques sur un truc sur lequel les grosses boîtes sont obligées de partir, Mmh. ça fait qu'en gros, le fail m'amène à un avantage unique, Ouais. tu vois, un avantage compétitif unique sur le marché. Donc, derrière, je peux trouver du taf sans aucun problème et aller rebosser pour des grands groupes, aller rebosser pour des startups, etc. Ok. Ce qui permet ensuite à Agnès de faire un autre choix, tu vois, de faire un choix différent, de dire, ben moi, je vais plutôt me reconvertir et je vais partir dans la photographie. Ok. Et c'est là, en fait, où on a un début de parcours où moi, je repars plusieurs années dans le salariat et elle repart en mode indépendant avec une formation en photographie et ensuite le développement de sa boîte dans la photo. Ok. Très clair et je trouve ça intéressant aussi ce que tu dis de finalement le fail, c'est ce qui te rend aussi bankable quelque part. Donc on passe du fond de la piscine à finalement j'ai le choix dans ok je reviens sur un job salarié mais avec le choix, avec la possibilité et la capacité d'orienter aussi les choses comme je veux, y compris avec des gros groupes. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Tu disais qu'au moment de l'analyse, tu te rends compte finalement des ressources que t'as pas. C'était quoi les ressources en fait sur lesquelles tu t'es dit après coup? Ok, là maintenant, faut vraiment que t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais ok, il va vraiment falloir que je bosse là-dessus. Et comment est-ce que je crante en fait? Alors, il y avait toutes les ressources liées à l'identité pure, en fait. Hmm. Tu vois vraiment ce que j'appelle la matrice personnelle, quoi. Ok, Mais ça, je vais dans mon parcours, je vais l'adresser beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, le jour où j'ouvre les yeux là-dessus, on est au printemps 2021. ok. Donc, on a déjà opéré notre changement de vie, on a déjà déménagé, on a déjà redémarré des activités en indépendant, etc. Donc, Hmm. il s'est passé beaucoup. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts entre-temps. Et puis, il y a des ressources qui sont des ressources purement entrepreneuriales, en fait, qui sont relatives à tout l'apprentissage qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur pour être capable de choisir les bons services, de choisir les bons produits, d'évaluer ton marché, de savoir comment ton marché se comporte, à quel moment il en est dans son évolution, pour pouvoir ensuite faire des choix éclairés sur quoi je mets de l'effort, comment je Hmm. le fais, combien j'investis, etc. En fait. Mais ça, pour le coup, c'est de l'apprentissage entrepreneurial pur. Et quand tu n'as pas ces briques-là, parce qu'en fait, ton parcours d'apprentissage et ton parcours de vie ne t'ont pas exposé à ces briques-là, bah, de toute façon, quelque part, tu es obligé, entre guillemets, d'aller te casser les dents Ouais. pour aller comprendre, en fait, que ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on gère une boîte. Hmm. Et ce qui est marrant, c'est que ces leçons-là, elles peuvent s'étirer très longtemps et quelque part, elles continuent de s'étirer parce qu'à Hmm. chaque fois que tu changes de niveau entrepreneurial, tu fais face à de nouvelles leçons. Tu vois, gérer un business de freelancing qui fait entre 30 et 50, c'est pas la même chose que de gérer un business de freelancing qui fait entre 100 et 150. Hmm. Et c'est pas non plus la même chose que de passer sur une structuration d'une vraie boîte avec du produit ou du service beaucoup plus standardisé et d'aller monter sur du 300, 500. Et ce sera probablement pas non plus la même chose que d'aller chercher 1 million si un jour t'as envie d'aller chercher 1 million et tout le monde n'a pas envie d'aller chercher 1 million, quoi.
Ouais, tout à fait. Et dans le parcours d'apprentissage, ça sert à rien de commencer à apprendre les trucs que tu fais quand tu fais entre 100 et 150 quand t'as pas fait 20, en fait. Non, Parce que exactement, c'est ouais. aussi souvent ce qu'on voit, tu vois, de projeter tout de suite, vous voulez faire entre temps et temps. Ouais, mais enfin, en fait, il y a peut-être un passage, tu vois, de déjà comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ce que tu disais était très juste, tu vois, les piliers par lesquels vous vous êtes passé ou vous êtes cassé les dents, de le marché, ça me paraît quand même extrêmement important à comprendre. Le business model aussi, tu vois, enfin, avant de faire 150 k annuels, il y a quand même des incontournables en fait, qu'on le veuille ou non. Et c'est pas forcément des incontournables tels qu'on peut le voir sur le réseau bleu. Enfin, il y a des choses importantes, mais c'est pas forcément celles qui sont mises le plus en avant d'un point de vue marketing par les vendeurs de pioches. C'est ça que je veux dire. Bah non, clairement pas, parce que ces impondérables dans l'apprentissage, dans le parcours entrepreneurial, qui en fait est un parcours de développement personnel, hein, Mm, globalement. c'est ça. Ce sont des apprentissages. Alors, il y a des apprentissages techniques, mais il y en a pas 50 000 des apprentissages techniques. Non. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi de mettre sur étagère une petite formation sur le système marketing, parce qu'en fait, il n'y a pas 50 milliards de choses à dire sur un Mm, système marketing. Mais avant d'être capable de poser ça, il y a beaucoup d'expérimentation, il y a beaucoup d'exploration de ce qu'est le marketing, de ce que sont les canaux de communication, de ce que c'est un système d'acquisition, des options qu'on a en face de nous. Il y a tout le travail de mise en œuvre, d'aller comprendre ce que ça veut dire de faire de la pub très concrètement en mettant du budget, d'aller comprendre ce que ça veut dire de développer une stratégie éditoriale, d'aller comprendre ce que c'est que de mettre en place un blog, hein, une chaîne YouTube, un podcast. Enfin, tu vois, il y a mm, plein de choses qu'il faut faire à un moment donné. On n'a pas le choix. ouais. Et dans ce faire, en fait, c'est là où on va se confronter à toutes nos limites. Et c'est là où il faut être capable de regarder nos limites en disant, OK, ça, je le sais pas. Là-dessus, j'ai pas encore les compétences. Et puis là-dessus, j'avance pas parce que j'ai des freins qui sont des freins purement Mm. liés à mon identité. Et là, il faut que j'aille faire un autre type de travail, quoi. Ouais. Ouais, d'où l'intérêt de dégrossir et de voir quelles sont les catégories, c'est ça, et de se dire, bon, ça, c'est juste technique. Basiquement, je l'apprends, demain, je sais faire, je suis capable de l'appliquer. Mais au-delà de l'appliquer, c'est aussi quelle est la stratégie, etc. Parce que l'action en soi, c'est où est-ce que ça m'amène. Tu vois, c'est pas agir pour agir, c'est qu'il y a quand même une logique derrière de qu'est-ce que ça m'amène. Soit, en effet, c'est des sujets plutôt de dev perso et de moi, qui je suis, ce que je veux, comment je fonctionne, etc. Et dans ce cas-là, c'est très différent et c'est pas forcément quelque chose où je fais une formation, j'apprends, j'applique, quoi. Non, non, C'est pas du tout ça. ça peut être ça à condition qu'on ait le logiciel interne qui soit prêt. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin des formations. Oui, bien sûr. Nous, ça fait 1 an et demi, là, ça fera 2 ans en tout. On est accompagné d'un point de vue business pur, Mm. même si ça vient toucher de toute façon l'évolution personnelle, hein, quoi qu'il arrive. Mais c'est un accompagnement qui est centré beaucoup sur la technique. Parce que on est dans un stade d'évolution où on a besoin d'aller comprendre la technique qui nous fait passer sur la Mm. marche suivante. Mais cet apprentissage technique, il est totalement indissociable du travail d'évolution personnelle qui va avec. Mm. Et, et c'est un travail qui est difficile. Je veux dire, nous, enfin, je dis nous, mais je vais plutôt parler pour moi, quand on a commencé à toucher les dynamiques de prospection, ça a été emplafonné mes limites identitaires de manière extrêmement forte. Bon, la technique, c'est voilà ce que tu fais, voilà ce que tu testes, voilà les types de prospection que tu peux Et tester. tel message, enfin, Voilà, voilà, c'est mets-tout en entré place, dans, c'est ça. va te casser les dents Ouais. et tu vas apprendre. Mm. Oui, mais Mais pourquoi quand je sais que je dois le faire 3 fois par semaine, je ne le fais pas, ou pas complètement, ou je suis pas du tout à l'aise de exactement, le faire, etc. Et ça, c'est très différent. T'as beau savoir qu'il faut le faire 3 fois par semaine et quel message tu dois envoyer. Si tu le fais pas, c'est que c'est autre chose et que avoir le message et exactement. savoir que tu dois le faire 3 fois par semaine, ça ne suffit pas. C'est tout à fait ça. Mm. C'est tout à fait ça. T'auras beau avoir les techniques, Mm. la marche à suivre, la méthode, si ça vient taper quelque chose qui n'est pas prêt chez toi, Mm. tu pourras pas. Et c'est là où effectivement t'as le décalage en fait entre toute l'agitation qu'il y a sur le marché. C'est pour ça qu'on prend souvent l'image de l'iceberg, en fait, parce que le marché, je vais dire de l'accompagnement d'entrepreneurs au sens très large. Quand je dis accompagnement d'entrepreneurs, c'est toutes les personnes qui apportent des compétences, des contenus, des formations, des accompagnements qui permettent de faire l'espèce de gloubi-boulga général qui nous permet petit à petit d'évoluer dans une bouillie relative. Mais c'est pour ça que beaucoup de monde, quasiment tout le monde se concentre sur ce qu'il y a au-dessus, en surface,
parce que ça brille, Visible, ouais. parce qu'on peut coller des promesses dessus, Mm. parce que c'est visible. Et c'est pour ça que très peu de personnes choisissent d'aller au fond. Déjà, il faut être capable d'aller traiter le fond, ça c'est une première chose. Et puis, il faut arriver à faire passer le message sur le fond. Et ça, c'est très compliqué pour le coup. Donc les gens qui sont là juste pour faire du cash vont plutôt aller se concentrer sur la surface. Mm. Et c'est très bien, il en faut, hein. Nous, on paye des gens à la surface parce qu'on a besoin d'aller comprendre des choses à la surface. Ouais. Mais il faut surtout pas oublier que ça ne viendra jamais, jamais, jamais compenser les limites d'une identité actuelle. Et comme on dit tout le temps, pour savoir quelle est notre identité, il suffit de regarder ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Un entrepreneur qui est coincé à, je sais pas, à 30K et qui se dit, mais non, mais moi, je veux faire 100. Oui, mais si tu es coincé à 30, c'est pas un problème de méthode, etc. Avec ce que tu sais faire, avec tes compétences, avec ton expertise, si tu sais faire 30, tu es largement capable de faire 100. Pas un gap qui est impossible à réaliser, il ne te manque rien. Par contre, la personne qui fait 100 par rapport à la personne qui fait 30, ce n'est pas la même. Ça, c'est dur à aller, Ouais, c'est ouais. dur à aller accepter et c'est dur à aller Ouais. travailler. L'image de l'iceberg est très bonne, c'est-à-dire que l'iceberg existe et tu vois la partie visible parce qu'il y a une partie en dessous. S'il n'y a pas de partie en dessous, en fait, il n'y a pas de partie au-dessus. C'est Non, c'est très ça. con, mais en fait, T'as juste un glaçon qui flotte à la c'est ça. surface, quoi. T'as un truc qui flotte, mais enfin, les deux sont liés, donc c'est pas parce que c'est ce qu'on voit le plus que ça suffit forcément. Et je trouve que c'est peut-être ça aussi un des apprentissages que toi, enfin que vous avez fait tous les deux et que t'expliques là, c'est de dire finalement, on peut choisir aussi de se concentrer que sur la partie visible ou d'aller creuser. Mais dans ce que tu dis là, et potentiellement quelqu'un qui s'apprêterait à commettre le même fail que vous, dans ce que tu dis, c'est aussi de voir quelque part la chose dans son ensemble et de pas forcément aller que sur ce qui est visible, mais de voir la chose dans l'ensemble, en fait. Ouais, parce que tu vois, si on regarde en fait d'un point de vue les sirènes auxquelles nous on a cédé, enfin, je vais dire moi, Mm. parce que c'est moi qui ai embarqué Agnès dans l'histoire. Les sirènes auxquelles j'ai cédé, c'était clairement des sirènes de regarde, c'est un business facile que tu vas pouvoir gérer à distance et qui va te permettre de bien gagner ta vie et donc tu vas pouvoir vivre où tu veux. Mm. Bon, il n'y a pas de problème en tant que tel avec avec ces promesses-là, puisqu'il y a plein de business qui permettent de bien gagner sa vie et d'être libre géographiquement. Mhm. Nous, on en est on en est la preuve par l'exemple en fait. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, on a toute la liberté qu'on veut. Ouais. Et c'était quelque chose, il y a quelques années, qui était inenvisageable. Donc on peut poser ce genre de promesses. Le truc, c'est que ce que j'ai compris a posteriori par rapport à l'expérience dont on a parlé, c'est que je n'étais absolument pas la personne qui était capable de mettre ça en œuvre. Ça, c'est dur à regarder. Ouais, ouais, ouais. Parce que il y avait des personnes dans cette formation-là qui arrivaient à monter des business. Il y en a qui ont monté des boîtes de développement logiciel qui tournent encore aujourd'hui. Mais ces personnes-là avaient un niveau d'être, je vais utiliser un gros mot, un niveau d'être, qui était très différent du mien. Et d'un point de vue entrepreneurial, j'étais pas du tout au niveau. Ouais. Ça me fait penser un peu tu sais, quand tu compares ton jour 1 avec le jour 250 de quelqu'un. Ouais. C'est ça, vous étiez juste pas au même jour, en fait. Et t'es en train de te dire, ben, on est dans la même formation, donc si lui il y arrive, je vais y arriver aussi. Sauf Ouais. que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, en fait. C'est pas aussi simple que ça. Ben non, c'est pas aussi simple que ça du tout parce que il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes parcours d'apprentissage. Mm. Il n'y a pas deux personnes. Alors, on peut avoir les mêmes types de choses à apprendre. Mm. Mais on n'est jamais si on regarde des timelines, on est jamais au même endroit Ouais, sur ces je sais pas comment dire en français, les frises de temps. ouais, ouais, c'est ça. En termes de temporalité, en Mm. fait. Et ça, c'est un truc que j'ai compris aussi via les accompagnements. Parce qu'en fait, en multipliant les contextes d'accompagnement, en multipliant les contextes personnels, les contextes entrepreneuriaux, j'ai vu en fait à chaque fois que le contexte variait. Ouais. Et d'une personne à l'autre, il n'y a pas les mêmes réflexes et il n'y a pas les mêmes interprétations spontanées par rapport à une information donnée, Mm. une technique donnée, une marche à suivre. Ouais. Mais tout simplement parce qu'en fait, tous autant qu'on est, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, mais il y a 7 milliards de parcours d'apprentissage. Mm. Et on peut pas l'ignorer, en fait. En tant qu'individu, on peut pas l'ignorer. Mm. Et le danger, effectivement, c'est de se retrouver dans un endroit où on va se dire, ben, si lui, il est là, si elle, elle est là, si elle, elle est là, et qu'on est dans le même parcours d'apprentissage pour apprendre quelque chose de technique, c'est-à-dire qu'en fait, dans le temps imparti, on va exactement avoir les mêmes résultats. Ouais. Parce qu'on apprend la même technique. Ouais, mais vous apprenez la même technique en n'étant pas les mêmes personnes.
C'est ça, et avec un poids, une pondération quelque part de l'aspect technique qui est extrêmement faible finalement dans l'impact sur le business. Ce que tu disais tout à Oui. l'heure, où tu disais finalement la technique, au-delà du fait que ça s'apprend, moi pour avoir essayé aussi dans des, tu vois, des accompagnements, des masterminds, je me rendais compte qu'en fait 95% des sujets qui étaient évoqués, c'était purement des croyances, des peurs, ce qui se passe dans ma tête, etc. 5% du temps, c'était peut-être un peu de technique, tu vois, de concrètement comment est-ce que je mets en place tel outil ou un tunnel de vente ou blabla, tu vois, mais vraiment, à chaque fois, la plupart des sujets, c'est des sujets de comment est-ce que je passe ces gaps, comment est-ce que dans ma tête, je suis en capacité d'absorber 104 chiffres d'affaires annuels. Enfin, c'est ça, en fait, vraiment les sujets. Et on peut ne pas y croire ou penser que c'est pas forcément ça le truc, mais quand on regarde les entrepreneurs ou les groupes d'entrepreneurs et les accompagnements, notamment collectifs, qui sont faits, objectivement, 95% du temps, et c'est pas scientifique, c'est selon mon intuition personnelle, mais 95% du temps, j'ai l'impression que c'est quand même sur ces sujets-là, et donc finalement la technique, enfin, on peut se cacher derrière ça, mais en vrai, c'est pas ça le game changer en bon français, quoi. Non, parce que la technique, c'est quelque chose qu'on va apprendre. C'est quelque chose que tu peux apprendre de manière mécanique, en fait. Mm. Dépasser une peur, dépasser des croyances, recabler sa propre matrice. Si on en a fait un mentorat, c'est qu'il y a quand même un gros sujet, quoi. C'est ça. Il y a un gros sujet. Et ce qui est marrant, c'est que je le vis aussi dans les accompagnements dans lesquels on est, parce que on est dans des accompagnements de groupe. Et oui, il y a des sujets techniques. Oui, il y a des sujets par rapport à la méthode. Mais il y a aussi, très vite, on dévie tout le temps. Et je viens confirmer ton intuition. Très vite, on vient surtout dévier sur bah, j'ai telle difficulté, mais en fait, c'est une difficulté émotionnelle, c'est une difficulté liée à une peur, c'est une Mm. difficulté parce que j'arrive pas à passer à l'action, etc. Et c'est là où, en fait, la notion d'accompagnement a une valeur, en fait, quelque Mm. part. Et nous, on l'observe de manière encore plus profonde, c'est-à-dire que on s'adresse à une cible entrepreneuriale, on s'adresse à une cible d'indépendants, et en fait, ils viennent pour travailler sur le business, et en fait, quasiment immédiatement, on fait un déplacement sur le perso, Mm. et on va travailler le perso de fond pendant 4 mois, et on regarde après ce qui se passe d'un point de vue conséquence sur le business. Mais tu vois, c'est à chaque fois, on a toujours ce double déplacement, en Ouais. fait. Mm. Et à chaque fois, les gens nous le disent. J'étais venu bosser sur mon business. C'est ça. Et en fait, on a fait que du perso pendant 4 mois. Ouais, mais on a fait que du perso pendant 4 mois. Regarde qui tu es devenu, en fait. Ouais. Regarde Et puis c'était ça l'avant-après le sur besoin de 4 mois. fond en fait. C'est-à-dire que Et c'est la c'était, ouais. différence entre l'envie ou le besoin. Tu vois, l'envie c'est de dire surtout je vais pas gratter les trucs qui sont un peu inconfortables tout ça, mais j'ai une problématique sur mon business, j'arrive pas à ou ça va pas assez vite ou etc. Ça souvent c'est ce que les personnes vont verbaliser, alors que le vrai besoin en fait il est bien plus profond que ça et que c'est quand même assez rare les gens qui vont chercher un accompagnement en disant j'ai besoin qu'on aille enfin que ça frotte tu vois et qu'on aille challenger etc. Ou qui vont verbaliser ce besoin-là dès le démarrage. Il y en a aucun. Il y en a aucun, mais ils veulent pas. Mais personne ne Surtout veut que pas ça. malheureux. Personne ne veut que ça frotte. C'est ça. Non, mais c'est marrant, ça me fait penser à des discussions qu'on a eues sur les bilans de notre la promo 4. On a fait des bilans en novembre. Ouais, c'est ça. Et je pense à deux profils notamment. Le premier profil, en fait, c'est une personne qui arrivait en disant, bah, je veux mettre en place je veux développer un peu plus mon business, un peu plus formalisé. J'ai déjà commencé à mettre en place des offres, mais il y a rien qui est structuré, etc. Donc j'ai besoin de structure d'un point de vue acquisition, etc. Il s'est retrouvé à bosser sur les aspects relationnels et sa posture en tant que père de famille et les aspects relationnels avec ses parents, etc. Et dans le chemin, il a découvert aussi des choses sur lui qu'il ignorait complètement et qui font qu'en fait, de toute façon, même s'il avait travaillé sur les aspects purement structuration de son activité, Mm. ça aurait explosé dans les semaines qui auraient suivi parce qu'en fait, il y avait une incompatibilité d'un point de vue identité qui était extrêmement forte. Donc en fait, c'est pour ça que je parlais de pochette surprise tout à l'heure. Ouais. Il est venu trouver ce qu'il avait besoin de trouver, mais il est Ouais. rentré sur un désir conscientisé, Mm. mais qui est en décalage complet par rapport à ce dont il avait besoin. Et quand tu disais frotter juste avant, pareil dans cette promotion-là, on a une autre personne en fait qui est pareil qui est rentrée en mode développement de l'activité parce que ça va pas assez vite, ça fait trop longtemps que ça reste coincé toujours au même niveau et en fait j'ai besoin d'aller au-delà. Grand classique d'un grand classique d'un indépendant. C'est ça. Et quand on est ressorti du tunnel 4 mois plus tard, c'est une personne qui nous a dit ouais ça a frotté fort quand même, hein, ça a piqué très très fort, je vous ai un peu maudit quand même. Mais Et moi, c'est moi qui ai signé pour ça, en fait. Pourquoi j'ai ouais fait ça? vous m'avez fait chier quand même, hein.
Je t'ai pas venu Et pour souffrir. Hein. j'étais pas, non, c'est exactement ça. J'étais pas venu pour souffrir. Ouais, mais t'avais besoin de souffrir, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Et on t'a fait souffrir gentiment, en fait, parce qu'on accompagne avec toute la connaissance qu'on a de ce que ça peut être une souffrance émotionnelle ou physique. Et il y en a beaucoup, en fait, dans l'entrepreneuriat, finalement, quand on regarde derrière les façades. Mm. Et ce qu'on lui avait dit, mais c'est ce qu'on dit à plein de gens qu'on accompagne, c'est t'avais besoin que ça frotte. T'avais besoin que tu rappes un peu la tête contre le bord du tunnel là pendant 4 mois pour aller comprendre des choses extrêmement Mm. fondamentales. Et cette personne l'a formulé elle-même, en fait. Elle a dit oui, j'ai compris des choses que je n'avais pas vues jusqu'à maintenant et je sais pourquoi jusqu'à maintenant ça ne fonctionnait pas. Mm. Et derrière, ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'en termes d'interprétation, tu vois, comme nous, on avait fait des choix après notre première grosse expérience entrepreneuriale, enfin grosse en termes d'apprentissage. Mm. On avait fait des choix différents et pas forcément vers l'entrepreneuriat. Cette personne-là aussi, en fait, a fait des choix différents avec un hybride entrepreneuriat et salariat, mais des choix qui d'un seul coup devenaient extrêmement conscients, Ouais. qui devenaient extrêmement intentionnels et pour le coup étaient parfaitement alignés avec ce qu'elle avait compris Mm. de ce qu'elle avait besoin de mettre en place. Mais c'est inconfortable. C'est ça. On va rester là-dessus, sur cette logique de frotter la tête dans le tunnel. J'aime beaucoup. C'est très métaphorique. Je vois absolument l'image. Mais pour sortir aussi du tunnel et pour qu'il y ait justement l'après et que ça aide justement à passer des paliers dont on parlait. Donc parfois, si vous sentez que c'est inconfortable ou qu'il y a un truc qui tourne autour de ça, on peut en effet choisir de mettre le couvercle pour cette fois. Mais parfois, il y a aussi besoin que ça frotte pour justement enlever le couvercle et pouvoir passer à l'étape d'après. Surtout quand on est sur des niveaux de paliers et qu'on voit qu'on n'arrive pas à passer à celui d'après en fait. Ouais, nous, on aime bien dire que les expériences dans la vie, si on n'apprend pas ce qu'on a besoin d'apprendre, elles reviennent comme un boomerang. Et à chaque fois, elles reviennent un petit peu plus fort à chaque tour, histoire qu'au bout d'un moment, on finisse par percuter quand même en disant, c'est bon, je m'arrête, arrête de m'envoyer le truc dans la tête, C'est je vais ça. regarder ce qui se passe. C'est ça. Quand il y a un schéma qui se répète encore et encore et encore, c'est qu'a priori, il y a un truc Ouais, à signal creuser. faible. C'est ça, qui devient de moins en moins faible d'ailleurs, mais bref. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Mathieu. Et donc, tu as compris, si tu veux aussi que ça frotte et que tu sortes Ça se du passe bien. tunnel, ça se passe très bien. Les gens sont contents. Sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit sur les réseaux sociaux, au prochain apéro avec tes voisins, peu importe. Tu peux tout à fait le partager, c'est absolument le but. Si tu as connu aussi un fail et que tu veux venir le partager, nouveauté cette saison, tu peux tout à fait postuler dans le descriptif aussi de cet épisode et on te recontacte avec Gaëtane pour prendre rendez-vous. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir expliqué ce par quoi vous êtes passé avec Agnès. Merci à toi, c'était une super discussion. Merci, c'était très riche. Merci beaucoup. Salut. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.